Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 16 décembre 2019, l'attaque de la station EDK de Saint-Louis, un mort côté cambrioleur. Les assaillants sont parvenus à s'échapper avec la recette du jour et des denrées alimentaires. Destruction de pirogues au large de Fass-Boye. Toutes les mesures nécessaires sont en branle pour élucider l'affaire. Assurance du ministre de la Pêche, les autorités sont sur les traces du navire incriminé. Alioune Ndoye s'est rendu au port autonome de Dakar pour prendre la température. La purge de la direction de la police des étrangers et des titres de voyage. Les intermédiaires appartiennent désormais au passé et les démarches sont allégées tant au plan administratif qu'au plan pratique. L'invité du lundi, Emmanuel Buscas, il est le directeur de la communication de Ares Fighting Championship, la ligue du MMA, et par ailleurs directeur de la communication de Vivendi Sport. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Saint-Louis, un voleur abattu lors d'un échange de tirs entre cambrioleurs et vigiles de la station EDK de Saint-Louis à proximité de l'université Gaston Berger. Les individus non identifiés se sont enfuis à bord d'un véhicule appartenant à l'OMVS, sans doute volé. Ils ont emporté avec eux la recette du jour, mais également des denrées alimentaires. C'est un récit de Momar Alisnyang et de Alecham. C'est à 3 heures du matin, l'heure à laquelle la plupart des Saint-Louisiens sont dans les bras de Morphée, à l'exception des veilleurs de nuit, que la bande des Neufs a décidé de frapper fort en s'attaquant à la station d'essence EDK située à la sortie de la ville, à côté de l'université Gaston Berger. Après avoir tenu en respect les occupants des lieux sur qui ils ont braqué leurs armes, les malfrats ont saisi la recette du jour, des paquets de cigarettes, des jus de fruits et d'autres denrées alimentaires. Et c'est au moment où ils allaient vider les lieux que les vigiles ont sorti leurs armes. Des échanges de tirs dignes d'un film hollywoodien s'ensuivent. L'un des vigiles est blessé, et de l'autre côté, Isma Sow, âgé de 22 ans, habitant de Pâle, est atteint par balle. Il succombera par la suite à ses blessures. Les 8 autres membres de la bande s'enfuient à bord de la 4x4 qu'ils auraient dérobée à l'OMVS. Les vigiles continuent de tirer sur les pneus du véhicule qui, à quelques mètres des lieux, va s'immobiliser. Les occupants de la 4x4 quittent celle-ci et s'évaporent dans la nature. Informés, les hommes en bleu ont vite fait une descente quadrillant la zone, à la recherche des malfrats. Le corps sans vie du jeune membre du gang est acheminé à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis et une enquête est ouverte par la gendarmerie nationale. Les autorités sénégalaises ont pris les mesures nécessaires pour élucider l'affaire de la destruction des pirogues au large de Fass-Boye. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime l'a indiqué lors de sa visite au port autonome de Dakar. Le navire, à l'origine, a préféré affronter les pêcheurs à ses trousses au lieu d'effectuer le constat de ces nombreux dégâts à son passage. Par ailleurs, Alioune Ndoye s'est prononcé sur le dossier de la reprise de Africa Mer par des Russes qui peinent à démarrer justement leur activité. Les détails avec Augustin Mandang et Alioune Gueye. À bord de la Signare du port de Dakar, pour quelques instants de croisière maritime. L'objectif de la sortie du ministre des Pêches et de l'économie maritime, en compagnie des responsables de la plateforme portuaire, réside dans le passage en revue des espaces névralgiques du port autonome afin d'avoir une idée précise de son fonctionnement. Au terme de la déambulation, Alioune Ndoye a exprimé sa satisfaction quant à la gestion du domaine portuaire. Une fierté d'avoir ce fleuron qui porte un peu l'économie sénégalaise. Si vous savez ce que ça représente par rapport à nos exportations, sauf erreur, quasiment 90% de nos exportations passent par ce port-là. Je dirais même des importations également. Donc, analyser et voir un peu certains investissements envisagés par le port, certains qui sont en cours,
d'exécution, d'autres qui sont quasiment finis en termes d'études et qui vont être lancés. Donc tout ceci dans le plan stratégique que déroule actuellement le port. À propos de la société Africa Mer qui a été reprise par des investisseurs russes et dont le redémarrage a pris beaucoup de retard, le ministre donne des explications. S'ils ont repris une entité et qu'ils ne démarrent pas, ils ne peuvent dire que ce sont les autorités qui les empêchent de démarrer. Ils avaient un cahier de charge, un plan de charge qu'ils devaient exécuter. S'ils ne l'ont pas exécuté, il faudrait analyser et qu'ils puissent nous donner les réponses. Par contre, nous ne pouvons pas aliéner une bonne partie de notre patrimoine pour lequel nous voulons avoir certaines retombées positives pour notre économie, telles que des créations d'emplois, de l'activité, des richesses, des devises, et qu'on puisse rester des années sans voir la couleur de cela. Par rapport aux événements de Fass Boye, où les pêcheurs auraient été attaqués par des gros navires étrangers, Alioune Ndoye a promis d'étudier sérieusement la question. Je demandais à mon responsable ce matin avec le premier rapport reçu sur Fass Boye, ma question était, est-ce une enquête terrain bien outillée ou est-ce simplement un recueil de déclarations de tiers? Parce que cela aussi, vous savez, moi, les acteurs, il y a la stratégie des acteurs que nous comprenons. Donc, et une révélation que je vous fais, moi j'ai par devers moi les vidéos de ces navires-là. Donc il y a certains incidents qui n'apparaissent pas dans ces vidéos qu'aujourd'hui on nous balance. Donc ça aussi, il faudra qu'on en discute, qu'on regarde ça. Mais des pêcheurs sénégalais ont filmé cela et nous ont envoyé ces films. Cette visite au pas de charge intervient aussi dans un contexte d'inquiétude soulevé par les saisies records et répétées de drogue dure réalisées dernièrement au port de Dakar. Justement, Alioune Ndoye a saisi l'occasion pour se prononcer sur cette question de saisie de drogue au port. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime salue, selon ses propres termes, la dextérité de la sécurité du port autonome de Dakar. Écoutez-le. Mais comme chaque jour que Dieu fait, à chaque heure, dans les différents aéroports internationaux, on arrête des trafiquants de drogue, on fait des saisies de drogue. Donc si cela arrive à un port où dans lequel transitent plus de 90% de nos échanges commerciaux, c'est dans l'ordre du naturel. Maintenant, ce qu'il faut saluer, c'est que justement l'organisation du port, de la sécurité, est permis de mettre la main dessus. Là-dessus, c'est en tout cas des félicitations qui sont dues aux autorités du port, aux autorités sécuritaires qui sont là, etc. Parce qu'on a mis la main dessus. Combien a échappé de par le passé, etc. Combien peut-être échapperont? Autre registre, des affabulations bien ourdies pour des intérêts bien personnels. C'est ainsi que le directeur général de Dakar Dem Dikk qualifierait les agissements de l'intersyndicale des travailleurs de la société qu'il dirige. Maître Moussa Diop était dans les locaux de E-Media Invest, l'occasion pour lui également de regretter les sorties malheureuses à ses yeux de responsables de l'APR. Il invite le chef du parti, l'Alliance pour la République, à siffler la fin de la récréation. Maître Moussa Diop, compte rendu Moussa Fall et Baba Ndiaye. Le directeur de Dakar Dem Dikk ne semble pas être ébranlé par les menaces de certains travailleurs de la société. Maître Moussa Diop appelle ses partenaires sociaux à savoir raison garder. L'article 8 de la Constitution sénégalaise prévoit la liberté d'expression, certes dans le cadre de ce qui est permis. Il n'existe pas de liberté d'expression absolue où les gens peuvent se permettre de raconter tout et son contraire. Quiconque se permettrait aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas d'évolution à Dem Dikk, soit vous avez d'autres choses qui sont derrière la tête, ou bien vous êtes vraiment contre la personne du DG. Les syndicats font leur travail. Les syndicats ont un périmètre de compétences. Ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu dans une démocratie. Un syndicat s'occupe des conditions de travail des salariés. Un syndicat s'occupe du versement des salaires à date due. Un syndicat s'occupe de la santé des salariés. Un syndicat s'occupe du plan de carrière. Et vraiment, c'est ça, le périmètre de compétence des salariés. Mais quand les syndicats veulent se muter en contrôleur de gestion, alors que mon premier contrôleur de gestion au sein d'une société, c'est le conseil d'administration. Accusé de mauvaise gestion, le nouveau coordinateur de la coalition Macky 2012 dément catégoriquement avec des preuves à l'appui. Vous savez, Dakar Dem Dikk fait aujourd'hui 3200 salariés. Et 3200 salariés
ils organisent une assemblée générale. Et il n'y a pas eu plus de 50 personnes au cours d'une assemblée générale où les portes sont ouvertes. Un week-end où 1500 salariés sont au repos. Ça ne les intéresse pas. Il faut que les syndicalistes, ceux qui se disent syndicalistes, reviennent sur terre. Maintenant, sortir parce qu'il y a la presse, vous savez ce que c'est la presse, hein? Vous êtes des journalistes, ils se font tendre un micro. Oui, nous allons déposer un préavis. Ils tirent sur le ministre en question, disent qu'il est complice de ma gestion. Ils tirent sur le conseil d'administration en disant que je les ai achetés. C'est malsain. Maître Moussa Diop se dit irrité par les attaques et les déballages entre responsables de l'APR. Il appelle le chef de l'État à siffler la fin de la récréation. Ce n'est pas quand nous construisons en plein jour et que certaines personnes, certes de la mouvance présidentielle, les détruisent en quelques secondes à travers vraiment un pugilat qui n'a pas raison d'être. Moi, je regrette. De toute façon, en tant que coordinateur de la coalition Macky 2012, nous condamnons fermement ces choses-là et invitons le président de la République à prendre ses responsabilités concernant ça et en sanctionnant. Le directeur de Dakar Dem Dikk était en visite dans les locaux du groupe E-Media Invest ce lundi. Maître Moussa Diop n'a pas manqué d'adresser ses félicitations aux responsables du groupe. Les jeunes du mouvement Agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour s'impatientent. Ils déplorent à leurs yeux le retard de ce qu'ils appellent l'envol socio-économique du département de Mbour. Alioune Kane pour plus de détails. D'après le président des jeunes du mouvement Amdem Agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour, beaucoup de chemin reste à faire pour le développement de la petite côte. Mbour, ville carrefour et chef-lieu du département, n'a pas suffisamment tiré profit de sa position stratégique sur le littoral atlantique, encore moins de ses énormes potentialités économiques, pêche, tourisme, mines, etc. N'a pas encore pris son envol en valorisant sa riche diversité et son inestimable patrimoine culturel. Mbour, épicentre du réceptacle de nombreux projets structurants porteurs de développement, risque une fois encore de rater le train de l'histoire si elle ne se positionne pas pour capter les bienfaits attendus de l'aéroport Blaise Diagne, de Diass, de la zone économique spéciale intégrée, de l'autoroute AIBD Mbour, etc. La relance de l'économie du département, c'est l'objectif de ces jeunes du mouvement créé par Cheikh Issa Sall. Conscient de cette situation, le mouvement Amdem Tchakanam, dirigé par le président Cheikh Issa Sall, se veut le creuset des filles et des fils de Mbour qui refusent de croire que le dépérissement de Mbour est une fatalité. Ce département nous a tout donné. Et c'est pourquoi il est une obligation pour nous tous de nous serrer les coudes aux fins de travailler ensemble et d'arrache-pied pour l'émergence socio-économique de la petite côte. Ainsi, pour témoigner de leur engagement aux côtés des populations de Mbour, les jeunesses du mouvement Agir avec Macky Sall pour le développement de Mbour organisent le 28 décembre prochain au stade municipal de Mbour un panel axé sur les voies à suivre pour parvenir à développer la petite côte sur tous les plans. 24 heures de cessation des activités pédagogiques et 120 de journées sans ticket. C'est le mot d'ordre des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ont tenu une assemblée générale ce lundi après avoir bloqué pendant quelques heures la RN2. Aboubakri Sall, leur porte-parole au micro de Momar Ali Niang. Nous leur donnons un délai de 48 heures. Je dis bien 48 heures. Pour que soit livré d'abord ces 2000 lits. Parce que nos nouveaux bacheliers sont fatigués. Ils ne savent pas où aller. Nous, leurs anciens, nous ne savons pas où les mettre. Aujourd'hui, il est plus que temps. Il est plus que temps que ces 2000 lits nous soient livrés. Mais également, nous leur donnons un délai de 48 heures pour que cette question de bourse, pour que ces bourses soient réglées. Pour que la direction des bourses nous fasse ces états additifs et prenne en compte l'ensemble de ces étudiants qui ont été injustement omis. Je tiens à vous informer que sur les 10 500 étudiants présents sur les états de paiement du mois de juillet aujourd'hui, seuls 1854 étudiants figurent dans les états. Chose qui est inacceptable. Sur nos 9 UFR, seuls 2 ont été payés. Et sous quel motif nous disent-ils? Ils disent sous la seule motif que l'année dernière, eux-mêmes nous avaient imposé cette année invalide. Et qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons payer les pots cassés. Nous ne l'accepterons guère, nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Donc nous donnons un délai de 48 heures à la direction des bourses et nous interpellons le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Cheikh Oumarane. Nous lui disons que cette année nous nous sommes fixés
cet objectif de retomber sur nos pieds et que ce ne sera pas cet aspect pécuniaire qui va venir entraver cela. Nous allons retourner dans les salles dès demain, mais que nous n'hésiterons pas à revenir pour faire ce qui est pour que l'étudiant soit rétabli dans son droit le plus absolu. Au Conseil des collectivités territoriales, la session extraordinaire se poursuit. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, Oumar Gueye, était devant les hauts conseillers ce matin. La réussite des programmes Zéro déchet et Zéro bidonville était au cœur des discussions, des programmes qui concernent absolument et directement les collectivités territoriales. Oumar Kane, Moussa Fall. La réussite du programme Zéro déchet reste une mission qui incombe aux collectivités territoriales. C'est un positionnement du ministre de la Gouvernance territoriale qui a invité les maires du Sénégal à faire de la gestion des ordures un axe prioritaire dans leur intervention quotidienne. De par la loi, ce sont les collectivités territoriales qui sont responsables de la propreté de leur ville, de leur village, de leur collectivité. Et pour cela, il faudrait que les maires qui ont en charge de cette mission puissent, à partir déjà de leur budget, inscrire des montants importants pour gérer les déchets. L'État vient en appoint. C'est-à-dire dans tous les pays au monde, la gestion des déchets, c'est l'affaire des collectivités territoriales. C'est après avoir constaté l'échec de toutes les tentatives que l'État a repris cela et met des ressources. L'État pourra continuer à mettre des ressources, mais également les collectivités mettent des ressources pour rendre nos villes et nos villages propres. Par ailleurs, le ministre du Développement a fait l'annonce de la tenue prochaine d'un conseil présidentiel sur le plan d'aménagement du territoire. Le plan national d'aménagement du territoire est bouclé et dans les jours à venir, c'est-à-dire le 26 de ce mois, le 26 décembre, Monsieur le Président de la République va présider un conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire et prendra des décisions par rapport au plan national d'aménagement et de développement des territoires. La problématique de l'aménagement du territoire est un des défis les plus importants de notre pays, au même titre que la gestion des déchets, car les villes du Sénégal, sans exception, sont marquées par la grande insalubrité. Le temps est venu de trouver une solution efficace et durable. Avant de retrouver l'invité du lundi dans l'autre studio, notez cette nouveauté dans les locaux de la direction de la police des étrangers et des titres de voyage. Une diligence jamais connue dans les démarches et puis aussi la prise en compte des personnes à mobilité réduite et également des personnes du troisième âge. Un réaménagement qui exclut les intermédiaires qui se sucraient sur le dos des honnêtes citoyens. Silignang Abdourahmane Ly. La direction de la police des étrangers et des titres de voyage fait peau neuve. Au-delà des nouveaux sièges dans les différentes salles d'attente, des mesures draconiennes ont été prises pour faciliter l'accès aux services. Un accès facile, mais pour autant, l'aspect sécuritaire n'est pas négligé. À l'entrée, les GMI vérifient les entrées et sorties, une mesure méritoire pour ses usagers. Avant d'avoir accès à l'intérieur, on est constamment obligé de montrer des dossiers qui prouvent que nous sommes là pour un rendez-vous ou quelque chose du genre. À chaque fois qu'on se présente à l'intérieur de l'établissement, on se sent vraiment à l'aise. Je trouve que le service est très fluide. Vraiment, le service est très fluide et l'accueil aussi est bon. Même ceux qui sont là debout, il suffit de leur poser des questions, on t'oriente. Donc il y a une nette amélioration. Et toujours par rapport à l'accès, les personnes qui faisaient office d'intermédiaire entre les agents de la DPETV et les usagers ont été délogés. Le suivi de cette campagne est en cours, selon le directeur adjoint de la DPETV qui n'a pas souhaité nous en dire plus devant notre caméra. Ce réaménagement va au-delà de l'accès et certains aspects prennent en charge les personnes du troisième âge. C'est mon cas. Quelquefois, on ne respecte même pas les rendez-vous ou bien on vient, on oublie quelque chose. Mais il suffit d'aborder quelqu'un, on vous remet sur le bon chemin, on vous donne, on essaie de satisfaire vos besoins. Surtout le troisième âge. La dernière fois, vraiment, on n'a pas fait là que on nous a accueillis, on nous a cherché quelqu'un pour nous enregistrer et nous faire faire nos passeports correctement. L'un des points essentiels de cette restructuration, le cas des personnes à mobilité réduite. Elles sont totalement prises en charge, nous affirme cette personne en situation de handicap. À chaque fois que je viens ici pour un dépôt de passeport, je ne fais face à aucun problème.
on me met dans de bonnes conditions pour que ça se fasse facilement. C'est la deuxième fois que je viens ici. Là, je suis venue pour un renouvellement. La première fois que je m'étais présentée sur les lieux, on m'avait dit de revenir 2 jours après la date du dépôt. Je me dis que tout se passe comme ça doit se passer. Il faut aussi souligner que le délai maximum de traitement des dossiers jusqu'à l'obtention du passeport est toujours de 72 heures, selon les propres mots du commandant Kébé, directeur adjoint de la DPE-TV. L'invité du vendredi, ce soir, nous recevons M. Emmanuel Buscas. Il est le directeur de la communication de Ares Fighting Championship, Ligue du MMA. Par ailleurs, directeur de la communication de Vivendi Sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Buscas, vous venez de boucler cette première, MMA afro-européen à Dakar. Quel bilan vous en tirez? On en tire un bilan très positif, tout simplement puisque l'événement lui-même a été un énorme succès. Un succès sportif, puisque la qualité des combats était vraiment au rendez-vous. Un succès populaire, puisque le public a vraiment répondu présent. Voilà, on n'a pas encore totalement les chiffres officiels, mais ça se compte en plusieurs milliers de personnes pour un sport qui était encore peut-être un peu inconnu il y a quelques mois. Un bilan, voilà, tout simplement d'un point de vue organisation. Tout s'est très bien passé. On a eu un petit... Nous avons fait le choix de terminer la soirée un tout petit peu plus tôt pour des raisons d'humidité sur l'espace de combat qui devenait assez dangereux puisque les combattants ne pouvaient plus adhérer. De l'annulation de certains de ces combats. Absolument. C'était un choix d'un point de vue sécurité qu'on assume totalement et qui n'a pas gâché la soirée, on va dire, mais c'était dommage de ne pas donner à tous les combattants. Ça lui crée quelques frustrations, mais ce n'est que partie remise, disons. Exactement. Très bien. Alors pourquoi justement le choix de Dakar? Pourquoi Dakar pour abriter cette première? Dakar offre tout ce qui est nécessaire pour accueillir un événement sportif international. Je crois qu'il y a une volonté aussi localement. Les Jeux Olympiques de la jeunesse arrivent ici bientôt, en 2022. Nous avons trouvé ici les partenaires nécessaires, les soutiens nécessaires, la bienveillance aussi des autorités dans le cadre de notre organisation. Nous leur avons expliqué quelle était notre ambition, comment cela pouvait être bénéfique de plusieurs points de vue. Voilà, en fait, toutes les conditions étaient réunies pour qu'un événement de MMA à Dakar accueille soit... de la meilleure façon cette compétition. Alors, quelles sont les précautions? Et beaucoup se sont posé cette question. Les précautions que vous avez prises compte tenu de la violence sans pareil dans ces affrontements. Déjà, j'ai envie d'expliquer que le MMA, ce n'est pas un sport non réglementé. Il y a beaucoup de règles, il y a 52 règles. Les combattants sont briefés par nos arbitres, qui sont des arbitres professionnels, avant les combats. Tout est très encadré. Ça reste un sport de combat, ça reste un sport qui voilà... Mais dès que l'on dit Ares Fighting, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Ares faisant référence au fils de Zeus. Le dieu de la guerre. En effet, il y a cet esprit de combat, mais tout ça dans un cadre, puisque ça reste un sport. Nos précautions sur le matériel, notamment sur ce qu'on appelle l'aréna, était tout simplement de faire venir le meilleur matériel possible au monde. C'est ce que nous avons fait. Et les combattants avaient toutes les conditions réunies pour pouvoir faire leur sport dans un environnement sécurisé. Alors, le Sénégal, vous le savez, sans doute a une vieille tradition de combat, avec notamment la lutte avec frappe. Quelles sont les chances, à votre avis, pour le MMA de conquérir le cœur un peu des amateurs? Alors, s'il y a une chose qu'on peut retenir de samedi, c'est qu'un combattant comme Rock, qui est donc un combattant sénégalais, lutteur donc, ce combattant a tout simplement réussi le meilleur combat de samedi soir. Il a d'ailleurs gagné ce qu'on appelle le Performance of the Night, donc le titre du meilleur combat, le meilleur combattant de la soirée, puisqu'il a, dans sa catégorie poids lourd, battu Sofiane Boukishou, qui est un combattant de MMA très expérimenté. Le spectacle était incroyable, le public était en délire, et à lui seul, il a prouvé qu'un combattant de lutte pouvait avoir sa place en MMA. C'est pas le même sport, mais il y a des similitudes qui font qu'un combattant de lutte peut s'exprimer en MMA. Donc c'est un genre de combat qui a son avenir au Sénégal, à votre avis? Personnellement, je le pense.
Je le répète souvent, mais on ne vient pas prendre la place d'un autre sport, on ne vient pas concurrencer d'autres sports, on vient offrir un autre sport, on vient offrir une nouvelle pratique, on vient tout simplement développer voilà, une nouvelle façon de combattre, de faire du sport. Le MMA, à mon avis, peut plaire à beaucoup de personnes, que ce soit à la pratique ou en tant que spectateur. Ouais. Je pense que samedi a été une réussite et donc cela incite à plus d'événements de ce type. Je reviens à cette question, je pense que vous n'avez pas tout à fait répondu dans les détails. Vous avez bien vu ce combat de Leclerc justement qui a été hyper violent. Alors justement, quels sont les contours des dispositions de sécurité que vous prenez pour éviter le pire, osons le dire, dans ce genre de fighting? Tout simplement les règles qui font qu'on ne peut pas tout faire dans un combat de MMA. Tous les coups sont permis à peu près? Non, pas tous les coups sont permis. On ne peut pas attaquer certaines parties du corps. On ne peut pas, lorsqu'on est au sol, faire certains mouvements par rapport à la tête. Donc on peut utiliser les genoux par exemple pour frapper lorsqu'on est debout mais pas au sol. Il y a en fait beaucoup de règles qui font que même si pour quelqu'un de novice qui va regarder pour la première fois du MMA, on peut se dire c'est extrêmement violent, c'est dangereux, mais en fait il y a beaucoup de règles qui cadrent ce sport et qui font que les combattants peuvent s'exprimer avec leurs moyens. Ce qui n'enlève en rien le danger qui est réel. Mais ce qui modère les possibilités qu'il y ait du danger. Voilà, il y a énormément de sports. Donc le SAMU était à côté? Absolument, le SAMU était à côté. Nous avons tout dans un cadre professionnel en termes de matériel, le personnel, les arbitres, les combattants étaient briefés. Tous les sports finalement peuvent avoir cette dangerosité. On voit des blessés au foot, on voit des blessés au rugby, on voit des blessés à la lutte, on voit des blessés en fait dès qu'il y a une pratique sportive finalement. Et le MMA n'échappe pas à ça. Il y a un volet très important, c'est le volet financier. Quelles sont les retombées que vous avez pu un peu glaner au cours de ce week-end? Donc sans rentrer dans les détails du budget, puisque ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'exprime, on a été très satisfait de... Pour ne pas choquer, tant c'est énorme. Pardon? C'est un budget puisqu'on parlait de normes de sécurité, on parlait de matériel, on parlait de moyens et de ressources. Il faut mettre... D'un point de vue global, à peu près combien? Je ne rentrerai pas dans ces détails en fait parce que c'est pas forcément... Pour une question de pudeur? Pour une question de pudeur et surtout parce que... Donc c'est beaucoup d'argent? Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu le spectacle de samedi. Les moyens, notamment en termes de scénographie, en termes de son, lumière, qualité de la captation, le plateau sportif aussi. Tout ça, bien sûr, c'est de l'argent. On a investi pour lancer, puisque c'était le premier événement de notre ligue afro-européenne, on a mis de l'argent justement en toute connaissance de cause qu'on n'allait pas forcément être rentable pour ce premier événement. Mais le succès était au rendez-vous. Nous sommes très satisfaits tant sur le volet partenariat, ticketing, diffusion avec nos amis diffuseurs qui nous incitent tout simplement à continuer dans notre vision de créer cette ligue et d'avoir une récurrence dans nos événements. Alors les Sénégalais, je le disais tantôt, sont très versés dans le combat, la lutte avec frappe. Bien sûr. Et sur cette question-là, justement la question de l'argent revient beaucoup. On parle beaucoup des cachets. Quels ont été les cachets que vous avez donnés aux lutteurs, aux combattants pour coller au vocable? Là aussi, on ne communique pas sur les cachets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà posé cette question. Les cachets sont bien moindres que les cachets sur la lutte. C'est là aussi où il y a une grande différence entre ces deux sports. Il y a des cachets, il y a des bonus pour la Performance of the Night. Donc ça, par exemple, c'est public, c'est $10 000 pour la meilleure performance de la soirée, ainsi que pour la Submission of the Night. $10 000 au-delà du cachet du lutteur. Au-delà du cachet, mais les cachets sont moins importants, tout simplement parce que c'est la réalité de ce sport. Aujourd'hui, le modèle économique du MMA. Le MMA, ça tape, mais ça ne parle pas. C'est autre chose. Surtout quand il s'agit de chiffres, d'argent. Alors, le prochain cap, du coup, c'est lequel? Le prochain cap, c'est une ligue afro-européenne. Il y a eu un premier événement en Afrique. Le deuxième événement sera en Europe. On n'a pas encore communiqué sur la date et le lieu. Mais je peux vous dire que ça sera
dans une région francophone de l'Europe. Très bien. Et pour les Sénégalais qui ont pris goût, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer du MMA très prochainement? 2 choses. Tout d'abord, la présence de Reug sur ce deuxième événement à Arès, puisque en tant que vainqueur de son combat, on va automatiquement lui proposer un deuxième combat dans le cadre de notre ligue. Oui. Donc on espère le voir sur Arès 2. Et ils pourront retrouver bien sûr en diffusion Arès 2, donc il sera tourné en Europe, mais bien sûr diffusé ici en Afrique. Très bien. Monsieur Emmanuel Bouskas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous faire le bilan de cette première en Afrique. Vous êtes le directeur, je le rappelle, de la communication de Arès Fighting Championship et du MMA, donc la Ligue du MMA, et directeur de la communication de Vivendi Sport. Merci d'avoir été avec nous sur ITV. Dans quelques instants, vous retrouvez Ndeye Mariam Gaye IR, et puis juste après, le professeur El Hadji Diouf nous inspire. Et puis Keno Askanui avec Soda Diakhoumpa à 20h30. Excellente soirée sur ITV, mais avant de vous quitter, le dernier combat pour terminer, le tout dernier, le bras de fer, pour refermer cette page MMA Dakar. Attention blessure. Top. Ça y est, j'ai gagné.